Même en ayant quelque chose qui vous passionne, vous pouvez aussi un peu vous essouffler avec le temps. Donc imaginez si vous démarrez à parler d'un sujet qui vous intéresse pas pour faire des vues. Ça fait du bien, parce qu'en fait c'est très rare d'entendre la phrase c'est que mon avis, vous avez le droit d'en avoir un autre. Par les temps qui courent, on n'entend pas assez. Les gens ont commencé à faire voler des drones dans tous les sens, et les bouquetins et des tas d'animaux se jetaient des falaises, ils avaient peur, ils les prenaient pour des prédateurs, ça a foutu un bordel monstre. Donc les bouquetins se jetaient des falaises et se tuaient. J'appuie sur REC, j'avais appuyé sur REC, il s'est passé 5 secondes, on entend un vrombissement. Il y avait les hélicoptères Tigres de ETAPS et les troupes aéroportées qui venaient s'entraîner tout l'après-midi. J'ai dû... Un devis à ce point-là cher, est-ce que c'est pas assez cher ? Quel genre de réaction tu as en général ? C'est toujours trop cher. Mais j'ai pas ma place, c'est une fausse croyance totale. Et très souvent qui n'est pas dans l'esprit de la personne qui est en face de vous. C'était le numéro 2 qui m'avait reçu dans son bureau, et il était plutôt assez distant, quoi. Et là, je me rappelle, il m'a fait venir dans le bureau, il m'a dit « Maxime, vous voulez un coca ?» Je me suis dit « Pourquoi il me propose un coca ? Il y a un truc bizarre derrière. » Aujourd'hui, je reçois un réalisateur, messieurs, dames, carrément, l'homme derrière les images. Et parmi ceux qui écoutent ce podcast, beaucoup, à mon avis, ne connaissent pas encore Maxime. C'est tout à fait normal, car c'est quelqu'un, il faut bien le dire, qui est resté en coulisses, mais qui, en fait, est à l'origine de beaucoup de projets dans le domaine de la création audiovisuelle. Il était, par exemple, au point de départ de la création du Forum des vidéastes, qui a été par la suite le tremplin de la carrière de pas mal de jeunes cinéastes, créateurs vidéo, créateurs télévision, contenu, et ainsi de suite, et des choses que vous avez certainement vues de votre côté. Il a également lancé un festival de cinéma à Pau. Alors désolé pour les moins de 20 ans qui vont écouter, là je vous parle d'une époque révolue, je vous parle de avant YouTube, je vous parle d'avant TikTok. Et c'était pas du tout la même quand il fallait créer de la vidéo, créer des films. On avait même des trucs qui s'appelaient des caméscopes à l'époque. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a finalement une belle expérience en freelance, en indépendant. Ça va être l'objet d'une bonne partie de la discussion de ce soir qui m'intéresse. Bienvenue Maxime, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, bonjour Julien et bonjour à tout le monde. Est-ce que, je vais démarrer direct, est-ce que j'ai raison de dire que toi, t'étais un petit peu finalement dans l'ombre dans tous les projets que t'as créés ? Et ça, c'est un sujet peut-être qu'on pourrait aborder en deuxième temps. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être à l'origine de création de pas mal de projets intéressants et tout en évitant d'être toujours au devant de la scène de façon publique ? Qu'est-ce que t'en penses de ce côté-là, toi ? Oui, je pense qu'on peut être dans l'ombre. Après, est-ce que c'est un choix chacun de notre côté, on essaie de créer des choses ou de développer des projets ou des concepts. Après, dans certains cas, des choses vont éclore parce que ça fonctionne et que ça plaît aux yeux du public. Parfois non, pour des bonnes ou mauvaises raisons. Moi, après, j'ai pas décidé d'être dans l'ombre ou dans la lumière. Enfin, j'ai fait des trucs parce que ça me plaisait de les faire. Et c'est vrai que dans mon entourage proche ou autour de moi, il y a des gens qui ont fait des choses et qui sont devenus, entre guillemets, connus ou qui ont fait des choses super. D'ailleurs, je voulais juste préciser que le forum des vidéastes amateurs, ça n'a pas été un tremplin pour ces gens-là, d'ailleurs. Ces gens-là faisaient des trucs super. Ils sont juste passés par notre porte à un moment donné quand on a fait ce forum des vidéastes amateurs qui réunissait les premiers gens qui faisaient des vidéos sur YouTube. Mais ça a été un petit pion pour eux parmi d'autres choses qui font qu'après, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mais ils ne sont pas devenus ça grâce au forum des vidéastes amateurs. On n'imaginait pas, après, le chemin que chacun allait faire. Et après, pour répondre à ta question sur le fait d'être dans l'ombre, moi, je suis très heureux d'être dans l'ombre. Je suis très heureux de ce que je fais, en fait. Mon métier me plaît. Et que je me retrouve dans la lumière ou dans l'ombre, tu vois, aujourd'hui là, je suis très heureux de ce que je fais. Et je suis très heureux qu'il y ait des amis à moi qui sont aussi dans la lumière et qui font des choses formidables. Et j'adore suivre ce qu'ils font aussi, quoi. Et en fait, ça, c'est une remarque qu'on me retourne souvent. Alors là, je parle peut-être de ceux qui démarrent et qui sont un peu assez jeunes et qui se disent, est-ce qu'on est obligé toujours d'être filmé ? Alors, est-ce qu'on est obligé d'être public sur TikTok ? Est-ce qu'il faut se filmer soi-même ? Est-ce qu'il faut raconter ? Est-ce qu'il faut faire des vlogs ? Il y a beaucoup en fait de jeunes qui sont assez timides et qui se disent, moi, je voudrais juste créer quelque chose, faire des films, faire pourquoi pas de la création vidéo, mais j'ai pas spécialement envie ni l'instinct pour me mettre en avant. En fait, il y a ce côté
j'arrive pas à me vendre en fait, j'arrive pas à essayer d'avoir des abonnés, des vues, cette espèce de souci là un peu de notre société actuelle où en fait celui qui se met pas en avant, il est dans la masse, il est perdu et c'est triste parce que c'est assez injuste, je trouve, ce côté-là. Et il y avait peut-être moins ce truc-là avant, il y a quelques années. Oui, mais Julien, la vie est injuste, malheureusement. Mais sur l'esprit, oui, aujourd'hui, les choses ont changé. On pourrait en débattre, enfin, en discuter par rapport à moi au départ où j'ai commencé à faire des vidéos bien, enfin, avant que YouTube vraiment se développe et ce que c'est devenu aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui est un peu plus jeune et qui veut créer et produire des choses, il a plutôt intérêt à faire du contenu très régulier et sur des plateformes où il y a beaucoup de monde. Donc aujourd'hui, on va parler de TikTok ou d'Instagram, des choses comme ça, voire Snapchat pour les plus jeunes encore. Mais pour revenir au fait aussi d'être discret, de pas vouloir forcément afficher son visage, aujourd'hui, l'intelligence artificielle le permet. Hein. Je vois des fois des TikTok ou des trucs passés où ils utilisent l'intelligence artificielle pour avoir un autre visage et pour faire du contenu sans qu'on les reconnaisse. C'est vrai que ça, c'est un souci qu'on n'avait pas autant avant, le côté il faut être connu pour percer, même si en fait il y a toujours eu ce souci du réseau, puisque en fait connu ça veut dire quoi? C'est être connu par d'autres personnes. Alors est-ce qu'il faut être connu par des gens qui sont déjà placés, qui vont donner un coup de pouce? Est-ce que tu peux t'en sortir en venant de nulle part? Ça c'est un vaste débat. Euh, Toi, pour parler très rapidement de ta carrière, t'as commencé dès le début en étant à ton compte. Tu t'es lancé en disant je vais faire de la vidéo en étant dans une boîte, dans une agence, ou tout de suite tu t'es mis seul. Comment ça s'est passé au tout début en fait? Ça a été quoi le déclic de départ? Pour résumer succinctement, en fait, moi, je faisais une grande école de commerce. Et à l'époque, je prenais des photos pour le plaisir de l'école, des événements, de plein de trucs comme ça. Et l'école m'a racheté les photos. Et avec ce chèque en sortant de mes études, j'ai acheté un appareil photo, une caméra, une MV30i de Canon pour les connaisseurs, il y Wow. a très 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 longtemps. Wow. Des cassettes, hein, des petites cassettes, hein, Ouais, des ouais, DV, c'est pas du tout de la HD à ce moment-là. Et j'ai commencé à faire des petites vidéos pour m'amuser. Et de fil en aiguille, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé de ne pas partir travailler dans le secteur commercial ou du management, dans des grosses boîtes à Paris, et de produire des petits courts-métrages, des petits trucs, des petites vidéos. J'ai senti que j'avais un truc pour ça et que j'adorais faire ça. Et de fil en aiguille, on a créé donc dans ma ville une petite association qui s'appelle Baleine Production. Et on a produit plein de petits films rigolos à une époque où sur Internet, pour télécharger une vidéo de 2 minutes, il fallait une journée, quoi. ouais, ouais, c'était. Ça marchait au modem 56K. Enfin, c'était un cauchemar. Et on s'est rendu compte que d'autres gens faisaient aussi des vidéos. Ils n'étaient pas très nombreux. Et c'est là qu'on a créé, depuis Pau, donc le forum des vidéastes amateurs. Enfin, un ami à moi, Michael Latour, s'en est occupé. Et ça a attiré les premières personnes en France qui faisaient des petites vidéos. Et dans ces gens-là, on pouvait retrouver, par exemple, Monsieur Poulpe, qui est, bon, pour certains connu aujourd'hui dans ce qu'il fait, mais aussi d'autres personnes qui aujourd'hui travaillent à faire des choses absolument formidables. Par exemple, je sais pas, j'ai Guillaume Kilichini qui me revient, qui était un cadreur qui adorait les Steadicam. À l'époque, c'était un peu un ovni. Bon, aujourd'hui, là, il vient de tourner sur The Killer. C'est lui qui fait le plan Steadicam pour David Fincher. Bon, il explique sur les réseaux sociaux qu'il a atteint son Ça rêve. va, ça va. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire des petits films ou d'être dans la création, on va dire, si on englobe tout ce sujet, pas uniquement dans la fiction, hein, pour tous les créateurs vidéo, est-ce que c'est plus facile de filmer à partir du moment où on a un téléphone qui est capable c'est carrément une caméra en fait, avec une super bonne qualité. Est-ce que c'est plus facile maintenant, sachant qu'en même temps, qui dit plus facile fait que il y a des milliers de films qui sortent, c'est un petit peu la masse. Est-ce que c'est pas le côté plutôt, est-ce qu'il faut trouver l'originalité de la chose? Parce qu'en fait, moi, je me souviens à l'époque de ce forum, je l'ai vécu aussi en direct. Il Ouais. y avait une énorme originalité, il y avait surtout des idées qui sortaient de ça, et on s'en fichait un petit peu de la technique, comment ça avait été fait. C'était surtout des gens qui racontaient des histoires, en fait. Alors aujourd'hui, peu importe la caméra, je vais dire, on le répète souvent, mais si on est super original et qu'on intéresse les gens avec un petit sujet, même si on a un tout petit téléphone tout pourri, mais qu'on poste du contenu régulier sur TikTok et qu'on a une communauté de gens qui trouvent sympa ce qu'on fait, on n'a pas besoin de tourner en 4K. C'est pas obligatoire. C'est mieux si on peut appliquer ça dans des projets, évidemment, surtout des courts-métrages, des choses comme ça. Mais comme aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est plus du contenu court, fun et rigolo. Bon, pour filmer son chat qui fait un truc rigolo, bon, je m'en fous un petit peu de savoir qu'il est pas en 4K. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Donc l'idée reste et prime quand même. La difficulté, c'est
que la technologie nous a tous ouvert une porte, donc tout le monde a accès à ça aujourd'hui. Évidemment, ça fait beaucoup de contenu, on trouve le meilleur et le pire, mais malgré tout, je pense qu'il faut garder sa petite lumière et se dire, si j'ai envie de faire un truc super, il faut pas commencer à se dire, oui, mais le voisin, il y a trop de monde qui en fait, mais j'y arriverai pas. Il faut juste se dire, est-ce que ça me plaît comme idée? Est-ce que j'ai envie de parler de ça? Et si on a envie de ça et qu'on a un téléphone, on a suffisamment de matériel, ce qu'il faut, c'est pas grand chose. Pour moi, il faut se lancer et tenter le truc du moment, enfin, encore une fois, que ça nous plaît. Souvent, on dit, si vous faites un truc pour que ça fasse plaisir ou que ça plaise, il y a de fortes chances que ça marche pas. Parce que après, sur le long terme, vous n'aurez plus envie d'en parler. Donc, il faut une petite passion, mais peu importe les circonstances autour de vous, si vous avez un truc qui vous plaît, faites-le. Alors Voilà ça, ce c'est que je super dirais. intéressant ce que tu dis. Et toi, en fait, pour résumer un petit peu, tu conseillerais plutôt de faire quelque chose qui nous plaît à nous-mêmes avant. En fait, on est notre premier spectateur, plutôt qu'essayer Oui. de plaire en étant pas soi-même, en n'étant pas naturel, quoi. Même en ayant quelque chose qui vous passionne, vous pouvez aussi un peu vous essouffler avec le temps. Donc, imaginez si vous démarrez à parler d'un sujet qui vous intéresse pas pour faire des vues, sur la longue distance, ça sera difficile d'y aller. À mon avis, encore une fois, je précise juste cette chose. Quand je m'exprime, là, on est en podcast, en mode décontracté, on échange. Euh, je ne donne pas des vérités. Souvent, on entend des gens s'exprimer sur Internet, moi le premier là, mais je donne juste mon point de vue. On pourrait avoir 100 points de vue opposés, des gens qui seraient pas d'accord avec moi, des tas de débats différents. Donc simplement, j'assène pas des vérités, je donne juste, encore une fois, mon petit point de vue de mon côté, là, depuis Pau, avec l'expérience et les choses que j'ai vécues. Mais à aucun moment donné, voilà, quand les gens regardent, je voulais juste exprimer cette idée-là. Voilà, je vous donne un point de vue de mon côté, mais après, à vous de faire votre sauce, j'allais dire, en écoutant plein de choses sur Internet, et puis vous de faire votre opinion et d'aller dans la direction qui vous va, quoi. Ah, il est très modeste. Il est très modeste. Mais en fait, Non, ce mais que c'est tu vrai, dis, c'est vrai. c'est tellement rare de l'entendre, ça fait du bien. Parce qu'en fait, c'est très rare d'entendre la phrase, c'est que mon avis, vous avez le droit d'en avoir un autre, par les temps qui courent, on n'entend pas assez. Juste pour continuer sur ton parcours, donc on a beaucoup parlé de tes débuts dans la fiction, parce que tu faisais des petits films, on va dire, hein, si c'est pas péjoratif, hein, mais Ouais, pour c'est des petits débuter. films rigolos. Et toi, en fait, tu t'es professionnalisé et par la suite, t'as été amené à créer des vidéos plutôt institutionnelles puisque tu t'es dit, bah, tant qu'à faire, je vais également aussi en faire une profession et proposer mes services à des clients. Donc, on n'est plus moins dans le monde de la fiction, là, on est dans le monde de la création de vidéos en général. Également, tu fais du drone. Ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi puisque, en fait, ces images magnifiques aériennes, on les voit partout. Clairement, ça claque, hein. C'est des images qui donnent une plus-value énorme. Oui, voilà, pour résumer, donc, après avoir fait donc des petits films avec Baleine Productions pour amuser la galerie et me faire la main, j'ai été recruté donc dans des agences de communication. Donc j'ai travaillé dans des agences en tant que réalisateur pendant des années. Et ensuite, je suis passé indépendant en 2016 où j'ai commencé à bosser pour mon propre compte. Et j'ai passé effectivement la formation pour être pilote de drone professionnel. Donc Il faut une formation de pilote, hein. oui, il y a une formation à suivre. C'est un peu comme le code de la route, un permis à passer. Tout simplement, au départ, les drones étaient un peu utilisés par, comment dire, ça s'est vite développé. Les gens en achetaient. Il n'y avait pas vraiment de réglementation et les gens faisaient voler des drones un petit peu partout. J'en veux pour preuve. Là, j'habite près des Pyrénées. Et, par exemple, il y a des vallées très célèbres touristiquement. Et ils ont, en fait, je parlais avec un ami là hier. Il m'expliquait que les gens ont commencé à faire voler des drones dans tous les sens, et les bouquetins et des tas d'animaux se jetaient des falaises, ils avaient peur, ils les prenaient pour des C'est prédateurs, pas ça a foutu un vrai. bordel monstre. C'est Ouais, pas c'est ça, vrai. il m'a expliqué ça cet après-midi. Parce que moi, je me disais juste, c'est juste pour la faune et la flore, bon, mais ça dérangeait vraiment certains animaux, des bouquetins les prenaient pour des rapaces. Donc les bouquetins se jetaient des falaises et se tuaient. Donc très très vite, ils ont réglementé, mais pour revenir aux drones, effectivement, c'est quasiment obligatoire, même dans des films, dans des productions corporate, dans n'importe quoi en vidéo. S'il n'y a pas un petit plan au drone ou deux, on se dit, oh, c'est un peu dommage, manque ça, quoi. Ça fait partie de la panoplie. Ouais. Alors, comment ça se passe justement alors pour ceux qui débutent, qui se demandent comment se déroule ce métier-là dans le monde professionnel, est-ce que c'est un client qui va te dire je veux un plan aérien? Est-ce que c'est toi qui vas le suggérer en disant moi ça fait partie des possibilités? Est-ce que au contraire c'est une discussion très vague sur l'ambiance? Comment ça se passe en fait au début d'un projet? C'est discuté avant forcément, on parle de pré-production, puis aussi du niveau du budget de l'entreprise en face, hein, forcément. Vous allez pouvoir déterminer hein, quand le client a des besoins, que vous discutez un petit peu avec lui.
Si par exemple le budget, je sais pas, il est très restreint, vous vous dites bon le drone c'est même pas la peine de l'intégrer. Mais imaginons que le budget tienne la route et qu'il y a du temps, il y a vous déterminez en tant que professionnel qu'il y a de quoi faire des images au drone et que ça rentre largement dans le budget. Évidemment qu'il faut proposer ça parce que un client va pas avoir forcément la logique qu'on a nous en communication. C'est-à-dire que lui, il veut un film, une vidéo, mais il sait pas forcément. Parfois, ils savent ce qu'ils veulent, mais ça arrive aussi où ils s'en remettent un peu à vous. J'aimerais un film sympa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, la priorité, et qui malheureusement est souvent mis de côté pour faire des économies sur le budget souvent, mais qui est pour moi une énorme erreur, c'est la préparation, c'est tout ce qu'il y a avant. Parce que toutes ces choses que vous pensez pas avant, si vous arrivez comme ça m'est arrivé parfois sur certains projets d'entreprise, où ils me disaient non, mais vous inquiétez pas, vous venez, vous filmez, tout va bien se passer. Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a beaucoup d'imprévus et vous devez au maximum limiter ces imprévus. Donc en entreprise, c'est capital de faire de la préparation, de réfléchir à un scénario, un storyboard, de bien calibrer les choses avant. Et en fait, tu as dit quelque chose qui est super crucial, je pense aussi, et au niveau mental, c'est-à-dire il faut se préparer à ce que tout se passe pas comme prévu. Ça, c'est hyper important dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont un peu dans le contrôle et ils ne supportent pas l'échec ou quelque chose qui se passe pas comme ils avaient prévu au départ, ils avaient imaginé. Et toi, c'est bien que tu précises que il faut peut-être lâcher prise avec ça et se dire, de toute façon, ça fait partie du métier et pourquoi pas, à la limite, c'est une occasion d'improviser, de faire quelque chose de plus créatif que ce qu'on avait imaginé en trouvant une solution. Oui, c'est un peu ça, ouais. Après, j'ai été ce garçon qui voulait pas l'échec. J'ai démarré comme ça, je voulais que ça fonctionne. On est tous donc comme ça. on veut, en fait, on aime notre métier, donc on veut bien faire les choses. Et souvent, quand on fait beaucoup de vérifications ou de contrôle en amont, c'est pas pour embêter le client, c'est pour au contraire, lui donner le meilleur résultat possible. Et parce que moi, j'aime mon métier, et puis je veux montrer un film aux autres après en disant, regardez, on a fait un truc super. Bien sûr. Avec le temps, effectivement, je me suis rendu compte que même avec l'expérience, et quand on maîtrise tout un tas de choses, on sait que ça va venir les ennuis, et on les connaît ou on les connaît pas, mais on sait qu'il y en aura. Oui, on apprend sur place à dire, bon, il y avait une chance sur 1 million que ça se produise, mais ça se produit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et avant, je me serais énervé, et avec le temps, maintenant, j'ai compris que les tournages, c'est comme ça. Un autre exemple, dans un court-métrage, on avait filmé au fin fond de la campagne, je voulais du calme absolu pour se tourner une scène. On s'installe, on est au milieu de champs de maïs. Je me dis là, je serai tranquille. J'avais prévenu tout le monde qui s'était déplacé dans ce champ de maïs. J'appuie sur REC. J'avais appuyé sur REC. Il s'est passé 5 secondes. On entend un vrombissement. Il y avait les hélicoptères Tigres de Étapes, c'est les troupes aéroportées qui venaient s'entraîner tout l'après-midi. J'ai dû annuler le tournage. Ce que tu dis là est valable également pour en fait tous les métiers de freelance et indépendant, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui sont pas spécialement dans la création vidéo, mais dans beaucoup de domaines professionnels, ils vont avoir ce rapport avec les problèmes, les soucis qui vont arriver, et très souvent il y a une forme de solitude en fait par rapport à ce qui nous arrive quand on est indépendant, c'est qu'on se dit bon, quand tout fonctionne, c'est grâce à nous, mais quand ça déconne, c'est à cause de nous aussi. Comment dire, ça me motive. Plus des gens me disent c'est pas possible, plus ça me donne envie. Ah oui, et plus la vie va me bloquer des tournages, challenge, et plus je me dis, je ferai 2 fois mieux. Je reviendrai dans une semaine. Moi, ça va me pousser à me dire, je vais pas me laisser faire, je vais revenir. Je vais revenir, et on va essayer de faire encore mieux. Alors que dans certains cas, oui, on pourrait se dire, tant pis, le ciel est contre moi, c'est impossible. Et en réalité, quand on se calme et qu'on accepte pas de perdre, mais de lever drapeau blanc ce jour-là ou sur un problème, on se dit, c'est pas grave. Mais il faut pas se laisser faire par le destin, des fois. Est-ce que c'est pas l'expérience qui te dit en fait, il se passe pas grand-chose. Il y a pas, le monde ne s'arrête pas en fait. Et à force de voir ce truc-là, se dire, on relativise, si tu veux. C'est un peu ça. Par exemple, quand vous êtes dans une entreprise, il y a une sensation, les gens ont l'impression d'être pas le centre du monde, mais que ce qui compte, c'est là où ils sont, ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Et c'est vrai que le but du jeu de ces entreprises ou des directions, c'est de dire, vous êtes important, ce qu'on fait est vachement bien. C'est un engouement qu'on essaie de développer, ce que je peux comprendre. Et en fait, vous réalisez que le jour où vous démissionnez, ou vous partez, ou vous êtes licencié, ou ça se termine, en fait, c'est complètement anecdotique dans votre vie. Vous avez juste bossé contre des services. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que devient cette boîte ? Elle continue à tourner, elle fait sa vie, elle a changé de salarié.
Et donc ça, comme même un projet vidéo, quand on vous dit il faut filmer, je sais pas, tel endroit à Montpellier, telle interview de tel mec, et que ça a l'air capital, et vous vous rendez compte avec du recul et 2 ans plus tard que c'est complètement anecdotique. Ce qui n'empêche pas de bien faire son travail. Tout à fait. Dans tous les cas de figure, vous faites bien votre travail. Clairement. Enfin, moi, j'ai cet esprit-là chevillé au corps. Je veux bien faire mon travail. Mais on se rend compte avec le recul et l'expérience que il n'y a pas mort d'homme. Donc, il n'y a pas la peine de se stresser à puissance 10 000 pour quelque chose qui, finalement, dans le temps, bon, voilà, Je pensais pas que le podcast, ça serait aussi bienveillant que ça. Je suis content, en fait, d'entendre ça, parce que ça va en déstresser beaucoup, je pense, qui débutent d'entendre ce genre de truc. Donc c'est super bien. T'as parlé tout à l'heure brièvement du problème du budget. Alors il faut savoir que dans cette émission, moi je vais vouloir systématiquement parler franc jeu, honnêtement. Donc on va pas avoir de filtre. Mais malgré tout, il faut être honnête. C'est un problème. Le budget, l'argent en général dans notre pays est toujours sujet de crispation. voilà. Et dans un métier où on est freelance indépendant, c'est compliqué puisqu'on n'a pas une structure derrière qui va nous épauler quand il s'agit de chiffrer, par exemple. Et il y a tout type de profil. Il y a ceux qui vont avoir énormément de mal à donner une véritable valeur à ce qu'ils valent en fait, ou à la qualité de leur travail. Ils vont se sous-vendre finalement. Il y a l'inverse également aussi. Il y a des budgets qui explosent sans raison particulière. Comment ça se passe? Est-ce que c'est difficile à vendre un projet vidéo? Est-ce que le client s'attend à un devis à ce point-là cher? Est-ce que c'est pas assez cher? Quel genre de réaction tu as en général? C'est toujours trop cher. Mais c'est parce que par principe, si on met vraiment à chaque poste les gens qui doivent être là pour faire un super film, par exemple, vous payez chaque personne avec toutes les années d'expérience qu'elle a. Évidemment que le prix est élevé. Comment dire c'est pas dans la culture, à mon avis. Encore une fois, je remets un petit point d'alerte comme ça. C'est que mon avis. Mais je pense que la culture de la communication, et encore plus de la communication digitale, et d'être présent et très présent là-dessus, et d'y mettre de l'argent et de le faire bien, c'est une culture vraiment pour moi américaine, anglo-saxonne, enfin, mais moins française, voire certains pays européens. Je vais pas m'avancer là-dessus. Mais oui, c'est la communication, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Je trouvais assez intéressant comme paradoxe le fait que pendant le Covid, après, on a vu pas mal de boîtes se plaindre en disant, je comprends pas, maintenant les gens commandent sur Internet et ils vont naturellement vers des boutiques américaines, des choses comme ça. J'avais envie de répondre, mais parce qu'ils mettent énormément d'argent, ils communiquent, ils sont présents en permanence dans l'esprit des gens. Et donc le jour où les gens commandent, ben oui, ils vont sur Amazon plutôt que... Je pense souvent à cet exemple, je me dis, pourquoi il n'y a pas un géant du commerce européen qui a été développé à une époque, parce que ça fait quand même des plombes qu'Amazon existe, et les gens ont le réflexe, et moi le premier, et j'en suis désolé, je vais sur Amazon parce que c'est rapide, c'est efficace, et que parfois il y a des objets que je trouve pas, même dans la vidéo, des petits objets. Je dis souvent à mes clients, regardez les gens dans la rue, est-ce que leurs yeux sont en train de se pointer sur des panneaux 4x3 ou leur téléphone? Et il suffit de regarder dehors pour s'en rendre compte. C'est très simple. J'essaie de prendre des images assez simples pour dire, vous voyez que les gens, leurs yeux et leur concentration et leur attention, elle est plutôt sur le téléphone. Et je vous parle pas le soir, chez eux. Donc, pour moi, la communication globale, d'avoir un site internet, du print, des cartes de visite, toutes ces choses-là, c'est très bien. Mais aujourd'hui, la partie digitale, pour moi, elle est capitale. Alors, je défends forcément ma paroisse, mais parce que j'y crois et je pense que c'est le cas. Mais si on s'en donne les moyens, on peut faire de la communication de haut vol. Donc parfois c'est pas le cas. Des fois j'ai des petites missions où on me dit j'ai un tout petit budget, donc j'essaye avec ce que j'ai de proposer la chose la meilleure possible avec le tout petit budget. Donc on peut faire une petite vidéo pour 500 ou 1000 euros. Bon, c'est rare. De plus en plus je refuse ce genre de choses parce que on n'arrive pas très très loin. Après, il faut mettre de côté 2 choses. Il y a la communication un peu premium où justement on va utiliser des caméras de cinéma ou on va faire des choses avec des scénarios, des choses vraiment travaillées, on prend du temps. Il y a du sound design qui est travaillé, tout un tas de choses. Et du petit contenu de réseaux sociaux de flux. C'est-à-dire c'est très moyen. On poste des petites choses rapides tournées au téléphone. Il n'y a pas besoin de faire de la colorimétrie. C'est juste pour être présent sur les réseaux sociaux de manière générale, de manière régulière, pardon. Donc c'est des stratégies différentes de communication. Voilà. Après nous en vidéo, forcément on préfère faire une vidéo de 30 secondes, 1 minute super travaillée avec un super budget et avoir des magnifiques images. Et parfois, moi, des clients un peu premium, je leur dis, il vaut mieux faire dans l'année 5 vidéos magnifiques plutôt que de poster 30 trucs un petit peu bas de gamme parce que
on le sait, aujourd'hui sur LinkedIn ou sur tous les réseaux sociaux, tout le monde poste tout et n'importe quoi, il y a tellement de choses. Donc vous devez vous différencier en étant très original dans la façon d'aborder les choses, ce qui est là aussi, on peut en discuter, une problématique en France, parce que prendre des risques, c'est très frileux en France là-dessus. Ouais. Alors parfois, même en montrant des exemples anglo-saxons ou autres, les gens ont très peur d'aller dans de l'originalité, ou alors de faire des choses extrêmement léchées, extrêmement propres, pour renvoyer une image professionnelle au niveau de l'entreprise. Et ça, les grands groupes, le font. Après, les petites et moyennes entreprises, ils vont, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et pour l'instant, ça reste encore assez mesuré. D'accord. Et en fait, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui se dit, moi, ce truc-là, je voudrais l'ajouter dans mon devis, mais je sais que ça passera pas, et pourtant, ça rendrait 10 fois mieux le projet. Pas seulement en com, hein, je me répète un peu, mais dans tous les domaines. Moi, je l'ai entendu 1000 fois, cet argument-là, de dire, j'arrive pas à chiffrer mon devis, et j'ai peur de la réaction. Et souvent, le client a pas de prix particulier dans la tête. Il te laisse un peu en liberté. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Souvent, voilà, il faut. Alors, de plus en plus, j'entends par contre que les freelances de plus en plus demandent un budget maintenant. Ils ont le courage, le cran, parce qu'avant on restait un petit peu, oui, alors machin. Alors, on dit, mais je ne sais pas, proposez-moi. On est un peu dans le vague parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes, voilà. Et puis nous, on peut leur proposer. Je dis souvent les budgets, parce que le client calcule à la minute souvent, hein, enfin dans certains cas, alors pas tous, mais ils vont nous dire mais combien ça coûte une minute de vidéo, combien ça coûte une vidéo de 5 minutes. On nous parle de minutes. Si vous filmez une minute dans votre jardin, ça va vous coûter 100 euros, et si on filme une minute de Star Wars, ça va vous coûter 10 millions d'euros. C'est clair. Donc ça ne veut rien dire une minute. Ça dépend de qu'est-ce qu'on met dedans. Et souvent les gens sont étonnés, mais on peut encore monter d'un cran. Je dis, il y a des clients souvent aussi qui me disaient mais moi je veux le top du top. On me dit souvent, je dis vous voulez une pub quoi, comme sur TF1 en fait. Et on me dit oui, je veux le top du top. Et je dis, vous savez que ça, le budget, c'est 200, 300 000 euros. Ah là, mais moi, j'ai pas. Eh bien oui, voilà. Donc, au niveau du budget, faut. Et pour revenir aux jeunes, comment il fait pour ajouter une ligne dans le devis? Fais 3 devis, avec 3 prix différents. Un petit, un moyen, un plus gros. Et à chaque fois, tu rajoutes des choses en mettant les prix. Et surtout, quand tu rajoutes les prix, par exemple, on va dire qu'il rajouterait du drone dans la version premium de son devis. Ce qui est très important pour le client, c'est simplement de dire qu'est-ce que ça vous apporte de plus. Voilà. À quoi ça me sert d'avoir mon entreprise vue au drone au-dessus du ciel? Pourquoi je paierais 800 balles ou 500 balles? Justifier de l'intérêt, Donc voilà, alors je vais pas vous donner toutes les clés, mais expliquez pourquoi vous voulez rajouter du drone et vous pensez à ce que cette idée est importante. Et c'est pareil pour n'importe quoi que vous rajoutez dans un devis. Il faut pouvoir expliquer en fait au client, mais c'est quoi ma plus-value là-dedans? Et si vous arrivez à lui démontrer que la plus-value est là et qu'il est convaincu, il le prendra s'il est convaincu. Super intéressant d'avoir un retour vraiment dans le dur du métier, dans le concret. C'est hyper intéressant d'entendre ça. Il y a le corollaire de ce sujet-là qui est un peu le miroir inversé. On en avait parlé aussi un petit peu tous les deux, qui est en fait ce rapport qu'a l'indépendant, le freelance avec un client ou une agence. Et il y a souvent des a priori, tu me disais, c'est l'inverse, où en fait l'agence va se dire, le client plutôt va se dire, est-ce que ce personnage est capable de me faire ce projet-là seul par rapport à une agence? Il y a souvent une concurrence, une petite concurrence qui existe quand on est à son compte, en se disant, ok d'accord, en face de l'agence où ils sont 25, est-ce que je vais être pris au sérieux? Est-ce que je vais donner confiance? Et tu me parlais de ça, c'était super intéressant. Des a priori qui parfois sont dans l'esprit du client, qui sont peut-être injustifiés finalement, parce qu'on peut faire beaucoup de choses seul avec tous les outils qu'on a. Pour moi, de l'expérience que j'ai connue, 80% du temps, effectivement, avec le matériel technique qu'on a, les clients ont encore... Ça change, hein, je trouve, mais ont de moins en moins peur, et parce que les budgets sont très élevés souvent avec les agences. Hein, on peut dire ce qu'on veut, il faut quand même payer le loyer, le machin, le truc, la secrétaire. C'est des budgets incompressibles dans une agence. Hein, on peut pas dire il y a pas ces budgets-là, alors qu'un freelance ne les a pas. Ouais. Le freelance, il gère son affaire tout seul. Par contre, il est spécialisé en plus dans un truc et il est beaucoup plus réactif pour moi. Par exemple, moi, quand je travaille en vidéo, j'ai pas il n'y a pas un intermédiaire avec la secrétaire, le truc, le machin. Alors après, il faut avoir des compétences. Je pense que, comme je suis passé par une école de commerce, j'ai une habitude de la gestion de projet, de la gestion de mon client, dans mon cas particulier. Donc, j'ai pas peur d'aller vers mon client, de gérer mon projet tout seul comme un grand. Et après, j'ai appris à tourner, à faire du drone, à produire des podcasts, et j'ai appris mon métier sur la création. Donc, j'ai un pied dans la gestion et l'organisationnel et un pied dans la création, ce qui me permet d'être assez complémentaire. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de freelance et plein d'agents et plein d'entreprises
qui vont encore vers des agences, mais dans certains cas, je suis persuadé que s'ils n'avaient pas la peur d'aller vers des freelances, il y a plein de freelances qui leur feraient un boulot aussi bien, voire mieux. Ça, j'en suis persuadé. Après, je pense qu'aussi les freelances de leur côté ont le syndrome parfois de l'imposteur. Ils pensent qu'ils sont pas assez bien parce qu'il y a une agence à côté. Mais quand vous êtes passé dans les agences et que vous voyez comment ça fonctionne, vous vous dites, mais en fait, un mec tout seul, s'il a beaucoup plus de temps, il est tout seul chez lui, il peut gérer à peu près toutes les petites étapes. Quand il s'agit de tourner un film avec des images de drone et rendre un petit film sympa à une entreprise, techniquement, ça fonctionne. Enfin, je le sais parce que, par exemple, à titre personnel, là, par exemple, pendant 2 ans, j'ai travaillé pour l'ONU. Bon, je suis indépendant, je suis tout seul. Je suis pas une agence. J'ai répondu à l'appel d'offres, j'ai expliqué, montré tout ce que je savais faire. Ils m'ont regardé sur mes compétences pures. Et pendant 2 ans, là, j'ai produit, bon voilà, des petits films d'animation, des tas de choses. Je bossais en lien avec la communication du UNHCR, du Haut Commissariat aux réfugiés à Genève, qui m'a envoyé des photos, des éléments. Moi, je proposais des choses, ils me laissaient une liberté dans le choix aussi d'être créatif. Et au final, je ne suis pas une agence, et pourtant, j'ai travaillé notamment pour ce client qui est plutôt costaud. Donc, ça prouve bien que c'est possible de travailler pour ces gens-là. C'est C'est possible. parfaitement possible. Ouais. Et je parle de moi. Maintenant, je commence à être un vieux dinosaure, mais quelqu'un qui a 20-25 ans avec les technologies, je vois des trucs passer, ils font des choses formidables. Des fois même, je suis bluffé. Enfin, souvent, je suis bluffé par des trucs qu'ils font. Et en Ne nous plus, traite pas de dinosaures, s'il te plaît. Hein. Ne nous traite pas de dinosaures. Ouais. On est encore, ça va, on est encore là. On va en parler de ça justement. Et pour résumer ce que dit Maxime très justement, pour ceux qui démarrent et qui ont des inquiétudes en disant je ferai jamais le poids face à une grosse structure qui est en concurrence avec moi. Parfois, c'est une fausse idée. En fait, il y a des clients qui vont rechercher ça. En fait, le côté agile que vous avez, le côté réactif, ils n'ont pas envie d'un gros paquebot qui met 2 mois à bouger un détail parce qu'il faut téléphoner à un tel qui téléphone à un tel qui demande l'autorisation à un tel. Et vous avez cette compétence supplémentaire. Vous avez cet avantage concurrentiel qui est l'agilité et la réactivité. Donc, vous avez quelque chose pour vous et ça, voilà, il faut pas se bloquer en disant ça marchera jamais. Il faut tenter le coup, c'est ce que dit Maxime, et il faut effectivement un petit peu mettre de côté ce problème de ce syndrome de l'imposteur, où en fait, alors c'est quoi pour en parler très rapidement, c'est de se dire je suis pas légitime moi pour ce projet-là, j'ai pas ma place. C'est une fausse croyance totale. Et très souvent qui n'est pas dans l'esprit de la personne qui est en face de vous. Vous l'avez tout seul et vous le construisez tout seul en fait, ce truc-là. Et il y a ce poison un petit peu aussi de la comparaison avec les autres. Hein, et c'est souvent ça qui fait naître ce syndrome-là en disant je serai jamais aussi bon qu'un tel. Et ce qu'il faut surtout pas faire. Oui. Et vous aurez des gens moins bons techniquement que vous, qui auront des missions super cool. Vous serez meilleur qu'eux. Mais eux, par réseau, auront du boulot aussi. Parce qu'on parle des compétences, ça suffit pas. Ce qui marche aussi, évidemment, énormément, c'est le réseau de gens qui vous recommandent, que vous allez voir. Donc, faut pas hésiter à aller voir du monde, s'inscrire dans alors je sais pas, dans les grandes villes, hein, il y a des apéros d'auto-entrepreneurs, des trucs des rencontres de grandes entreprises. Donc, faut pas hésiter à aller voir les gens et développer, encore une fois, son réseau, ce qui est presque capital. Pour moi, c'est à hauteur des compétences. Ah oui, toi, c'est à égalité avec les compétences. Tu considères le réseau. Exactement. L'argent est dans le réseau. Du réseau, ouais. Et 50% compétences. Et même presque le réseau, je le ferais presque déborder un peu parce que parfois, je vais pas rentrer dans un détail, mais vous perdez des marchés où j'entends des amis qui font des choses formidables et qui se retrouvent, ils ne remportent pas le marché alors qu'au la main, ils étaient ultra forts. Et c'est le réseau qui joue parce que des gens, effectivement, bon, ça marche comme ça, voilà, un peu partout aujourd'hui. Les gens sont plus proches, ils préfèrent travailler avec des collègues, des gens qui connaissent. Et est-ce que tu crois que c'est pas un peu du gâchis? gâchis? C'est dommage. C'est vraiment dommage, là, pour le coup. C'est juste une occasion manquée. Après, ça a toujours été comme ça, en fait. Je dis pas, c'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau. On le découvre juste quand on est un peu, comment dire, quand on débute, on est un peu naïf. Moi, j'étais un peu dans ça. Je me disais, quand on se bagarre et qu'on fait des choses super et qu'on se tue à la tâche pour faire ça et ça et ça, on va être payé de ces efforts-là. Et parfois, on est doublé, on se retrouve doublé, ou on double quelqu'un aussi, parce que finalement, quelqu'un nous dit, t'inquiète pas, Max, le travail va être pour toi, c'est toi qui le fais. Donc, je me mets pas en victime, parce que j'en ai bénéficié, j'en ai été victime, mais dans les grandes lignes, je pense que tous les micro-entrepreneurs au global préféreraient que dans tous les conseils de communication, les grandes entreprises, quand ils choisissent, ils prennent vraiment
le meilleur techniquement ou vraiment quelque chose qui est au-dessus du lot pour la boîte, Ouais. quoi. Si on était méchant, on dirait qu'il y a des gars qui sont à une place, ils ont rien à y faire. Mais on va pas Oui, le mais dire. On va pas le dire. Pense à t'inscrire à la newsletter Clever. Tu vas recevoir les meilleurs tips applicables tout de suite pour vivre de ton activité en ligne. À tout de suite. Tu parlais des galères que tu as eues. Tu t'es fait une carapace aussi. Tu t'es fait du cuir. Et c'est indispensable. Il faut qu'on en ait un petit peu avec le temps. Et on en vient à ce sujet où ça va être le moment triste du podcast, c'est-à-dire les galères peuvent également amener à l'épuisement, puisqu'en fait on se donne à fond, hein. Il faut savoir aussi quand on est seul ou dans Oui. une petite structure, on veut que tout soit parfait et comme on le disait un petit peu plus tôt dans l'émission, voilà, on en fait peut-être parfois peu trop et même au-delà de ce que le client attend, parce que on veut être fier soi-même du travail qui a été Ouais. fait et en fait il y a ce côté épuisement et on se dit est-ce que ça valait vraiment la peine de se donner autant? Et pour plus être aussi énergique pour les projets suivants, j'ai fait une erreur. Je me suis cramé trop vite pour quelque chose qui en valait la peine. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as réglé comme problème? Est-ce que tu as toujours... C'est quelque chose, moi, qui revient systématiquement quand on en discute hein, avec beaucoup d'indépendants. Hein. C'est le côté, Ouais. il y a toujours un petit moment dans la vie qui est le moment où là, c'est trop. Là, c'est trop et j'ai un petit Ouais, ouais. creux qui est difficile à surmonter, quoi. J'en ai tout le temps. On le dit souvent, mais la vie d'un indépendant, c'est des hauts et des bas permanents. C'est-à-dire que vous pouvez démarcher pour trouver des clients, il se passe rien pendant 2 mois et pourtant sur le papier, vous vous démenez. Moi, j'ai passé des journées, des fois, au téléphone à appeler et au final, c'est un ami par réseau qui m'appelle et qui me dit: «Max, il y a un gros contrat pour l'année, tu le prends?» Je me dis: «En fait, j'aurais pu pendant 2 mois partir en Thaïlande et rien foutre et revenir et j'aurais eu le travail, il se serait passé la même chose». Mais en même temps, il faut garder quand même ce mécanisme d'entrepreneur et de malgré tout le faire. Je me dis, en fait, très vite, je me suis révisé en me disant, mais non, de toute façon, il aurait fallu être là sur le pont et travailler. C'est le principe, quoi. Bien Sinon, sûr, on attend que les choses tombent. bien sûr. Bon, là, j'ai l'impression que parfois un peu le destin, moi, m'a toujours un peu sauvé à la dernière limite, quoi. Je me suis battu. Et je suis déjà content parce qu'il y a des statuts. Je connais des gens en indépendant, ils ont fait 1 an, 2 ans, ça s'est arrêté, quoi. Ouais. Et là, j'en parlais avec des amis, ils me disent, bah, toi, oui, tu t'en sors quand même plutôt pas mal depuis 2016, mais je me rendais pas vraiment compte. Je voulais toujours un peu mieux, un peu plus de stabilité, mais, euh, mais c'est ces efforts-là qui ont payé. Après, oui, des moments de galère où on n'a plus envie, on a envie de changer, ça m'est arrivé. Oui, évidemment, il y a eu plusieurs fois où, enfin, vous envoyez des mails, vous contactez des gens, vous avez des choses à proposer, et les gens vous disent, ah, c'est formidable, on vous rappelle, et puis ils vous rappellent pas. Vous n'avez pas de mail le matin, vous êtes super content le matin quand vous avez un mail d'un client ou d'un truc que vous avez contacté, vous dites ah peut-être un espoir de quelque chose et en fait non. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a quand même une cuirasse, on développe une cuirasse où on ne s'enflamme plus en fait pour une miette. Parce que c'est bien, très bien de l'avoir de l'espoir, mais à un moment donné quand on démarre et qu'on veut travailler, on a de l'espoir pour rien quoi. Même un mec vous envoie un mail, oh, c'est comme si ça y est on était sauvé. En fait pas du tout. Et tant que vous n'avez pas signé un devis et que vous commencez pas à travailler, moi je saute pas de joie. Je me dis pas c'est gagné. Il faut accepter aussi d'arrêter. Voilà, tu vois, tu me parlais de burn-out. Alors j'ai pas fait de burn-out, moi, ni de choses comme ça. J'ai été atterré, triste et tout mou parce que j'avais plus envie de faire d'efforts. Après 1 mois et demi où vous contactez plein de trucs et il se passe pas grand-chose, c'est là qu'il faut rien faire. Là, par contre, il faut rien faire. Il faut aller à la plage, il faut boire des demi, faut profiter un peu de la vie et revenez plus fort. C'est à ce moment-là qu'on va conseiller aux jeunes des trucs qu'on fait pas nous-mêmes. On va se la jouer vieux de la vieille, mais on va pas se les appliquer. Alors c'est quoi? Il faut pas bosser à 2 heures du matin, il faut être organisé. Ouais, Comment alors, ça se ça, passe? c'est une bêtise. Au début, quand je travaillais, j'aimais tellement mon métier et je voulais tellement faire mieux que même avec le budget qu'on me donnait, je faisais plus. Bah, c'est ce que tu disais, on aime son métier. Donc on se dit, ah là, je peux rajouter une petite animation dans le film sympa, ça va me prendre 1 heure. Ouais, mais ça va être vachement mieux. Allez, bon, je suis pas payé pour, non, je devrais me coucher. Et puis on finit, il est 3 heures du mat et j'ai rajouté tout un tas de trucs et en fait j'avais été payé 3 fois moins. Donc au début, faut aussi se faire la main et avoir des choses à montrer. Donc maintenant je me suis un peu docilisé entre guillemets, même pour pas trop me fatiguer, à plus rester des heures et des heures devant l'ordinateur. J'ai ma petite alarme. Toutes les 2 heures, 3 heures, j'essaie de faire une pause. Vraiment, je m'échappe de l'ordinateur, je vais marcher en ville, je vais me balader, je prends l'air, ou je fais du sport, je vais à la natation, voilà.
Enfin, j'ai compris qu'il faut couper ce coup de l'ordinateur. Et je travaillais les week-ends aussi très souvent. Et c'est mes frères qui me disaient, mais arrête de travailler le week-end. Je fais oui, mais j'ai des trucs à faire et d'autres trucs et d'autres trucs. Mais en fait, vous aurez toujours des trucs à faire si vous êtes Ça entreprenant. s'arrête Donc, pas. faut accepter le vendredi soir d'aller retrouver ses copains, de boire une bière. Et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Ça c'est super C'est intéressant. dur. Très C'est dur, dur. oui, oui, tout à fait, très très dur, de s'auto-convaincre et de s'auto-appliquer des choses complexes de la sorte. En tout cas, une discipline, discipline, c'est compliqué. Euh, Oui. et malgré tout ce qu'on a dit et toutes ces difficultés-là, on en parlait également en off de ça, il y a des natures qui ne seront de toute façon jamais salariées dans une boîte parce qu'ils ne peuvent pas. Et moi, j'ai quasiment fait toute ma carrière en étant indépendant, parce qu'en fait, je suis incapable qu'on me dise quoi faire, à quel moment, où, et enfermé Oui, mais t'as entre des quatre clients murs. quand même, non? T'as pas des clients qui te disent quoi faire quand même? Mais tout à fait, absolument. C'est vrai, c'est une illusion, une liberté qui est une illusion. Mais Voilà. voilà, pour être clair, on en avait parlé un petit peu aussi de ça, et toi, tu avais aussi du mal avec l'organisation du temps qui est imposé. Il y a une forme d'instinct qui fait que t'as pas envie en fait d'avoir un boss qui te dit quoi faire et quand le faire. Alors, oui, parce que j'ai bossé en CDI, j'ai été responsable communication dans une boîte d'assurance. C'était pépère, comme on dit. Et je faisais 9h35, enfin 35 heures, pardon, 9h, 17h. Un peu le train-train, voilà, tranquillou. J'avais un petit salaire moyen tout à fait sympathique, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Mais j'avais du temps libre tous les soirs, le week-end. Donc au début c'est sympa, hein, on est avec les gens dans une boîte, tout ça. En plus l'ambiance était plutôt agréable dans l'entreprise. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me rappelle très bien être entre les quatre murs, dans ce bureau. J'y étais depuis 5 ans. Et je me dis, mais alors, ça file vite le temps. Ouais. Est-ce que je continue comme ça tranquillement, en mode pilote automatique, jusqu'à ma retraite? C'est la question m'est venue. Je me dis, en fait, mon environnement de vie va être ces quatre murs Ouais. et cette fenêtre qui donne sur le sapin qui était derrière. Et à un moment donné, bah, la boîte m'a viré parce qu'elle allait pas très bien, donc ils m'ont proposé un chèque et de partir. Et ça a été une libération. En fait, je suis pas parti triste, je suis parti super heureux. Et je me suis dit, mais en fait, à T'as l'instinct, pas je me suis vécu dit, ça c'est une comme un bonne échec chose. en fait, toi. Non, non, non. En plus, je l'ai senti venir, c'était rigolo parce que c'était le numéro 2 qui m'avait reçu dans son bureau et il était plutôt assez distant, quoi. Et là, je me rappelle, il m'a fait venir dans le bureau, il m'a dit, Maxime, vous voulez un coca? Et je me suis dit, pourquoi il me propose un coca? Il y a un truc bizarre derrière. Et effectivement, c'était un licenciement à l'amiable, économique, je sais pas quoi. Mais bon, bref, je sais pas, il y a des gens qui sont très rassurés par le fait d'être dans la même boîte, au même endroit, et qui ils sont très heureux comme ça. Ouais. Et moi, mon caractère est un peu plus vivant, voilà, un peu plus secoué. Je veux qu'il m'arrive des choses dans la vie. Et, euh, et c'est vrai que le statut d'indépendant, on a la problématique du stress, de trouver des clients, il faut se bagarrer tous les jours. Si l'après-midi, j'ai envie de pas travailler ou d'aller régler des problèmes administratifs, on a une liberté de vie. Alors que c'est vrai qu'on est dans des bureaux, si vous avez le malheur de vous lever, de partir 1 heure, vous balader et revenir, alors que vous avez fini votre boulot, hein, ça ne marche pas. Tout Non, le monde le ça sait marche très bien. pas. Les gens vous surveillent. Ah, mais tu n'es pas parti à 18h, comme tout le monde. Ce que tu dis là va plaire à énormément de gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui ont des oreilles qui sifflent en ce moment et qui se disent allez, Ouais. c'est bon quoi, ça me parle mais totalement. Alors, pour ceux qui se disent moi je veux exactement faire comme Maxime, faut savoir que en plus là tu as créé une petite agence de création digitale et je sais que tu as également des collaborateurs, une team de gens au top puisque notamment il y a des gens qui ont été sur des projets magnifiques sur Marvel je Ouais. crois ou sur des grosses Ouais. productions. Vers où tu veux aller avec cette agence? Alors, ça démarre juste hein, quand on parle d'envol. Et en fait, j'ai tenté de réunir parce que comme moi, j'allais voir des grosses boîtes, par exemple l'ONU pour qui j'ai bossé, bon, ils étaient contents du taf effectué. Mais parfois, après, on me dit, mais est-ce que vous faites, par exemple, je sais pas, des films en motion design un petit peu premium, un peu costaud, comme ça, ils me montrent des trucs. Ou est-ce que vous retapez un peu le son en sound design, parce qu'on a des soucis sur une vidéo, et je me suis dit, mais en fait, il suffit simplement de réunir tous ces gens-là. Et comme moi, j'ai le goût pour la gestion de projet et l'organisationnel, et que je connais ce métier de la création, donc je suis allé chercher des gens que j'avais croisés tout le long de mon parcours, de mes 10 ans. Et je suis allé proposer à ces gens, est-ce que ça vous dirait de faire partie d'un collectif, de créer ce collectif? On crée un site. Donc, je dis pas que la méthodologie pour moi sera la parfaite, j'en sais rien. Je pense que c'est la bonne. J'entends que d'autres collectifs font déjà ça depuis 3-4 ans et que ça marche.
Donc voilà, j'ai réuni un mec, alors c'est un gars qui était avec moi, réalisateur à Montpellier, qui aujourd'hui est parti travailler à Montréal. Il fait les effets spéciaux des films de Nolan, il travaille sur Marvel, sur Netflix. Une demoiselle qui fait du sound design pour des gros groupes de musique, qui travaille pour France 2, des dessins animés pour Netflix, qui fait tout ce qui est sound design. Un motion designer qui est à Bordeaux, qui travaille aussi pour des gros clients. Une illustratrice qui s'occupe de faire toutes les belles illustrations pour les films en motion design. Enfin, c'est du sur-mesure. En fait, c'est un peu comme haute couture. C'est des sites internet un peu sur-mesure, vraiment bien très travaillés. Je pars du principe que l'année prochaine, j'espère trouver un gros client ou un client un peu costaud qui nous fasse confiance. Donc, j'irai voir une fois que le site sera en ligne. Je peux donner le nom. Notre studio s'appelle le studio Galion, comme un galion. Ok, on va mettre en description de la vidéo sur YouTube les liens vers tes sites. Franchement, allez-y, c'est en béton armé, hein, faut y aller. Après, il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, on découvre petit à petit parce qu'il faut gérer un petit peu tout le monde, qu'est-ce qu'on met sur le site. Mais la confiance est hyper importante. Hein. Tu parles de la confiance, Oui, mais c'est il faut un crucial. peu on dirait au-delà de l'envie d'avancer, etc. Faut pas avoir peur. Encore une fois, c'est là. Alors là, on rentre dans un grand débat aussi français. C'est la fameuse peur de l'échec, dont on entend partout parler. En France, l'échec est interdit. Si vous tombez, vous êtes nul, c'est fini. Et on le sait tous que. Moi, je pense que ouais, il y a plein de choses très mauvaises aux États-Unis, par exemple. On parle souvent, oui, les Américains, etc. Mais ils ont un truc, ces gens-là, c'est qu'eux, ils ont cette logique de on essaye, on tombe. Et quand on tombe, on vous dit formidable. Vous êtes tombé, mais vous avez essayé, c'est formidable. Allez, retentez un truc, et les mecs retentent des trucs. Il y a plein d'histoires de grosses structures, de grosses entreprises aujourd'hui qui ont fait 15, 20, 30 tentatives. Alors évidemment, les 3 quarts ont raté, n'ont jamais percé. Mais les mecs qui ont réussi, ils sont pas arrivés avec une idée, ça a marché tout de suite. Ils sont tombés, ils sont relevés, mais ça fait partie du processus de tomber, de se relever. Et malheureusement, ça aussi, il faut se battre beaucoup contre ça, parce qu'en France, oui, il y a quand même un fond d'esprit, je trouve, à dire on est tombé, et tout le monde vous pointe du doigt, vous êtes nul. Et en fait, non, au contraire, vous êtes le plus courageux, pour moi des courageux, quand malgré toute cette adversité-là, vous continuez. Et tant mieux pour les quelques-uns qui auront réussi. Je prends mon exemple. Quand j'ai fait des petits courts-métrages et d'autres amis en ont fait, où Monsieur Poulpe faisait des choses, où il y a un mec qui est venu présenter un film d'animation. Bon, il y en a un qui a eu un Oscar avec un film d'animation. Mais je ne suis pas aigri ou envieux de eux. Je suis heureux parce que je me suis dit, ces mecs-là dont on ricanait un petit peu sous cap en disant, ils sont marrants à faire des petites vidéos à la con. Ces gens aujourd'hui, eux, ils s'en foutent. Hein, ils ont atteint leurs rêves ou les choses qu'ils voulaient atteindre. Moi, j'ai mon trajet à moi et je suis pas malheureux non plus. Hein, je fais mon petit trajet, mais je suis très content que des gens représentent ce côté. On se bagarre, on monte à l'échelle, on tombe, on remonte, et à la fin, on finit par y arriver. C'est super important ce que tu dis là, parce que si on réfléchit, on rembobine notre vie, on dit c'est quand que j'ai appris le plus de trucs, c'est quand j'ai raté un truc et j'ai dit ok, cette Ouais, connerie-là, je la referai pas en fait. ouais. Et, Et j'ai, comme tout le monde, je me dis, le résultat de tout un tas d'échecs ou de trucs qui ont raté ou qui n'ont pas marché bien avant, c'est ces trucs-là qui m'ont appris des choses et qui font qu'à un moment donné, j'ai mis un peu toutes mes compétences et mon expérience sur quelque chose qui a fini par fonctionner. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Un autre truc marchera, vous aurez appris des trucs. c'est très français hein, ça, hein, c'est clair, hein, il y a un souci avec ça dans notre culture. Des fois, j'ai l'impression d'être un vieux rabat-joie quand j'en parle avec des amis autour de moi et tout. C'est un truc qui me hérisse les poils souvent, ouais, parce qu'il y a plein de gens que je vois qui aimeraient faire des choses et je les entends se mettre des barrières tout seuls, de dire non, mais on m'a dit que, puis moi je sais pas si vraiment. Et j'ai envie de dire mais bon, tu vas te taire maintenant et demain tu vas le faire, même à moitié. Mais fais-le et vois ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est un peu un déclic une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage et qu'on commence à pédaler. Après ça fonctionne. Alors on passe au travers d'épreuves et de choses qu'on doit régler sur un projet par exemple, mais on est quand même fier de soi après de s'être dit j'y suis allé. Je suis pas resté sur mon canapé assis à attendre en me disant non, on verra demain, non, je peux pas, non, c'est trop dangereux, non, machin truc m'a dit que là j'aurais des problèmes. Pour moi la vie marche pas comme ça. Comment dire, la vie est, enfin, peut-être qu'il y a le prisme aussi des médias qui montrent toujours les gens la réussite Bien immédiate. sûr, bien On sûr. met la caméra, on pointe la caméra sur celui qui a réussi. Ouais. Et bon, ça change un petit peu, mais on met beaucoup moins en avant le trajet interminable avant et les galères. Et je pourrais parler de gens que je connais aujourd'hui. Bon, je ne veux pas parler à leur place, mais je vais pas citer son nom, mais quelqu'un qui fait des films d'action sur Netflix très connu aujourd'hui, qui est venu à notre festival du film web à Pau, qui à l'époque était tout jeuneau et faisait des petits films d'action, et qui a galéré à Paris avec voilà, ça a été compliqué avec des producteurs, des trucs, c'était très compliqué. Et les mecs qui leur ont dit, nous Banco, on te croit, et qui ont mis une pièce sur la table, c'est qui?
Ben, c'est Netflix. Voilà. Et c'est encore une fois des Américains qui se disent, on parie sur 15 projets, il y en a un qui marchera, tant pis sur les 14 qui vont rater. Leur logique à eux, les Américains, ce que je comprends, peut-être je me trompe, mais ils ont cette logique-là de se dire, on tente. Ils prennent un risque. Et c'est un peu comme des investisseurs, ils se disent, je vais financer plein de trucs et j'espère, avec mon choix, mes goûts à moi et ce que je pense être des bons choix, il y en a un qui va marcher. Ils ont conscience que le reste va pas marcher. Ouais. Pour résumer en un mot, et qui me plaît beaucoup, c'est il faut passer à l'action. En gros, il faut arrêter de réfléchir. Dans tous les cas, vous faites 10 trucs, peut-être qu'il y a un truc qui va marcher et vous en serez fiers, mais si vous faites 0, il se passera rien dans tous les cas. Et toi, avec l'expérience que tu as dans ce métier et la carrière que tu as eue maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais? Est-ce que ça serait plutôt ce que je viens de dire là? C'est-à-dire pas avoir d'a priori, se lancer, faire des choses, tout simplement en fait. Oui, oui, voilà, je dis exactement. En fait... souvent, quand les gens vont vous dissuader de faire quelque chose, ils n'ont pas votre état d'esprit, ils n'ont pas votre envie dans cette passion-là. Donc, ils vous expliquent, non, tu peux pas faire des vidéos puisque t'es pas réalisateur. Je parle de mon cas. Tu as fait une école de commerce, donc tu es un commercial, donc tu dois aller dans la tête des gens. Je suis un vendeur. Donc, ils me conseillaient tous de dire, c'est rigolo, là, tu filmes 2-3 trucs, mais ça sert à rien. C'est rigolo. Et moi, à l'époque, je ne sais pas où je vais. À cette époque-là, il n'y a pas YouTube, je fais pas de vidéo. Enfin, je bricole trois bricoles avec une webcam. Ça a démarré comme ça. Mais au fond de moi, je sens que j'aime bien faire ça. J'aime bien découper des petites séquences et j'aime bien monter des petites histoires. De fil en aiguille, je me dis, j'aime bien aller voir des mecs dans le bar du coin chez moi où j'allais boire des coups. Et tous, ils veulent bien être acteurs bénévoles. Et je prends du plaisir à faire tout ça. Je ne sais pas où ça va me mener. Je m'imagine pas que je vais avoir du travail avec ça. Et il y a beaucoup de gens comme ça, voilà, qui ont des passions, et les gens viennent leur expliquer que non. Mais c'est parce que ces gens-là, eux, leur passion, ça va être le jeu de cartes, ou être conduire des voitures, ou je sais pas, faire d'autres trucs. Et donc, ils sont pas dans votre peau, ils seront jamais dans votre tête. Donc, le seul qui sait ce que vous devez faire, et ce qui vous donne envie, c'est vous qui décidez. Les gens vous donnent des petits conseils autour de vous, et à juste titre, les gens sont pas malsains, et ils sont pas dans l'idée de vous saboter votre rêve ou de vos envies. Mais c'est juste qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez dans la tête. Ils ne peuvent pas le comprendre. Comme vous pouvez pas comprendre parfois des gens qui font des passions que vous comprenez pas. Bon, voilà. Donc une fois que vous avez écouté les conseils, des gens qui vous disent des choses, c'est juste au calme, allez prendre un café au soleil, réfléchissez à une après-midi et dites, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et avec tous les petits trucs qu'on vous a dit, mais c'est votre avis, il vaut 1000 points. L'avis des gens autour, ça vaut 1 point. Moi, encore une fois, je prends mon exemple modeste. Au final, le fait de faire ces petits films rigolos à l'époque m'a permis de rentrer dans une agence de communication, ce qui n'était pas du tout prévu, de devenir réalisateur, de développer des projets en vidéo et de rencontrer plein de gens formidables dans le domaine du cinéma, de la vidéo et tout un tas de choses, de créer un festival de films web où je me suis régalé, de te croiser, Julien, parce qu'on se connaît d'une époque où je développais un projet pour la télé et je cherchais quelqu'un pour faire un super générique en 3D. Donc tu vois, non mais si on s'est croisés, c'est un peu, pour moi c'est tout ce trajet. Tout à fait. Et si au début on m'avait dit la vidéo ne fait rien, reste responsable communication dans ta boîte d'assurance, et puis vivote tranquille, t'es pas fait pour ça. Et donc je dirais pour finir, oui, tentez si vous avez envie de faire quelque chose, tentez. C'est pas grave s'il y a des échecs, c'est pas grave s'il y a des haters comme on les appelle, parce que les gens viendront aussi, les haters viendront vous dire que c'est nul parce qu'ils seront jaloux que vous tentiez quelque chose. Mais si le résultat, il marche, il fonctionne, que vous avez des gens, que vous rencontrez du monde, que ça vous fait des trucs et que vous avez du plaisir à le faire, n'écoutez que vous et faites votre truc. Faites-le, quoi. Et vous verrez les résultats, vous aurez des petites surprises. Forcément, c'est obligé. Merci Maxime, excellent ta émission, franchement c'était un plaisir à écouter, je pense que ça fait du bien à tout le monde, à l'esprit, aux oreilles, par où ça passe, c'est vraiment beaucoup de bienveillance et ça donne envie, ça motive à créer des projets, dans tous les domaines, à être dans l'action et à vivre de sa passion. Je te remercie vraiment d'être passé dans l'émission. Merci à toi. Je trouve ce concept de podcast très très bien et j'étais très content d'y participer. Merci. Pensez à vous abonner, ça récompense le travail et ça me permet, moi, de faire venir des invités comme Maxime qu'on voit pas assez souvent. Et un petit like aussi, ça fera plaisir. Merci de votre attention, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À plus, bon courage.